Alors, au programme, un formulaire data pour collecter de la donnée en qualité. Et il y a un problème technique de la prendre. Moi, je me prends des courges. De l'écran. On a tout préparé sauf ça en fait. La télé, je pense. Je suis bon, mais je ne vois rien. Ok. Très bien, on va regarder Disney Plus maintenant. Alors, un formulaire data pour collecter de la donnée en qualité. Bienvenue. On va se présenter rapidement. Donc, ici présent, Umami, l'agence data. Pour ceux qui ne... Ah, pardon. Ah, pour le son. Ah, d'accord. Umami, l'agence data. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas dans cette salle, on est une agence spécialisée dans la valorisation des données. On officie principalement dans l'écosystème Open Data et beaucoup avec les collectivités et également un petit peu avec tout le secteur de l'énergie. Voilà. Notre spécificité, c'est d'apporter une expertise à la fois design, data, développement pour venir réaliser des data vis pour nos clients, accompagner nos clients dans leur stratégie de valorisation de données. Donc, Romain Baudon, cofondateur Umami, et moi-même, Antonin. Et nous sommes en compagnie de Frédéric Tourneur de la CUD. Et je te passe le micro pour te présenter. Frédéric Tourneur, je suis chef de projet territoire intelligent et open data à la communauté urbaine de Dunkerque et un partenaire d'Umami pour le développement de Contribuer. Alors, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant on va faire de la collecte de données participative et créer des formulaires data et des choses comme ça. Ça a commencé vraiment au contact de nos clients et c'est un besoin qu'on a vu émerger petit à petit. Pour la petite histoire, ça a commencé à Bordeaux Métropole, ici présent. Salut les gars. Et c'était dans le cadre d'une refonte de leur portail Open Data UX8. Bon, il y avait une volonté de permettre à la communauté de l'atelier Open Data, il me semble que c'est ça le nom de leur portail Open Data. Et il y avait la volonté de leur permettre de venir poster l'usage qu'ils faisaient des données du portail pour pouvoir les partager et que les usagers du portail Open Data puissent consulter ces réutilisations. Et on avait besoin du coup de créer un petit formulaire pour permettre à la communauté de venir poster ces réutilisations avec une image, un titre, voilà. Des choses très très basiques. On avait rapidement regardé ce qui existait comme solution. Donc il y avait des choses type Google Forms qui étaient très largement utilisées pour ça, mais il y avait quelques problèmes du style souveraineté déjà, et puis aussi sur des petites fonctionnalités techniques un peu idiotes, genre la modération, quoi. Et voilà, ça c'est vraiment la base, et on a vraiment cette idée qui est restée assez longtemps et qu'on a vu très souvent chez nos clients, à savoir ce qu'on voit ici, avoir des citoyens qui, par le biais d'un formulaire de données, vont venir poster de la donnée dans un jeu de données et ce jeu de données va servir du coup ensuite à être utilisé en open data pour faire des choses. Voilà. Ça c'est vraiment le concept de standard qu'on a autour de la collecte de données participatives et c'est de là qu'on est parti. Et avec cette petite idée, on a du coup auprès de nos clients, voilà, vu qu'il y avait un intérêt, notamment auprès de Grand Paris Sud et de Dunkerque ici présent, qui lui a fait son petit chemin aussi sur la collecte de données participatives, et donc il va vous parler un petit peu de son approche à lui et pourquoi aussi il a rejoint cette aventure avec nous. Oui, c'est vrai que nous,
la communauté urbaine de Dunkerque, le besoin est remonté suite au confinement. En fait, on est ressorti du confinement. Déjà pendant le confinement, on avait fait un recensement de tous les producteurs locaux, puisque les marchés alimentaires étaient fermés. Donc c'était la question de maintenir le lien entre les habitants et les producteurs locaux. Et évidemment, on a fait ça avec les moyens du bord. Et à l'époque, c'était effectivement, pareil, ce que disait Antonin, du formulaire Google, derrière un Google Sheet qui était partagé, qui pouvait servir de source à un jeu open data. Simplement, toujours la question de la praticité technique, ce qui n'est pas forcément très adapté. Évidemment, la question de la souveraineté en tant que collectivité publique. Donc, on avait besoin d'un outil et finalement, le prérequis, c'était la simplicité. Pour l'anecdote, quand on gérait ces bases de données sous forme de Google Form, il y a des fois, il y a des colonnes qui ont disparu, ça faisait planter complètement le jeu de données. Ben oui, parce que quand on voulait faire un petit peu de modération, on ouvrait le moteur. Et quand on laisse le moteur ouvert, il y a des accidents. Donc, le besoin d'un outil qui nous permette d'être souverain, qui soit simple et sur lequel, finalement, on puisse aboutir à une démarche de données participatives. Et avec une idée aussi qui est que quand on fait de la data participative, on aimerait bien quand même qu'elle soit globalement qualitative. Et qu'il fallait que cet outil puisse porter aussi la mise en qualité des données. Donc, et c'est là qu'on a déclenché. Alors nous, c'était dans le cadre d'un appel à projet de la modernisation des collectivités. On a pu bénéficier d'un financement qui a permis de lancer un projet donc avec Umami. Et là, je te laisse dire un petit peu. Oui, du coup, projet sur lequel on a travaillé avec Frédéric. On a travaillé avec Frédéric justement sur les fonctionnalités dont eux avaient besoin pour répondre aux enjeux qu'ils avaient. Nous, ça nous allait très bien parce que la majorité de nos clients aussi sont des chefs de projet comme Frédéric et les enjeux sont assez communs. Donc, assez rapidement, voilà, l'idée d'un outil générique pour venir adresser un certain nombre de cas d'usage s'est avéré une bonne idée. On va peut-être enchaîner du coup sur justement cette solution. On parle de formulaire data pour venir collecter de la donnée. Mais c'est quoi un formulaire data et qu'est-ce qui fait qu'il est data et qu'il n'est pas Google France pour ne pas le citer? Donc l'approche qu'on a retenue en fait, c'est de vraiment avoir un lien un pour un entre un schéma de données et un formulaire. L'idée, c'est que les contributeurs, quand ils remplissent leur formulaire, ils obtiennent directement, ils contribuent dans un jeu de données sans vraiment avoir besoin de connaître le schéma, juste en remplissant le formulaire, qu'on soit sûr d'avoir une donnée qui corresponde exactement au schéma attendu, en respectant, qu'il soit conforme selon le typage, donc que ce soit évidemment des dates, des emails, des numéros de téléphone. On a voulu essayer d'être assez exhaustif, notamment sur les types franco-français, parce que c'est vrai que souvent dans les outils, on est sur des types assez classiques, email, mais on ne va pas aller sur, par exemple, des numéros de SIRET, sur des codes INSEE. Donc là, l'idée, c'était d'un côté, définir un peu un schéma de données, construire son formulaire et être sûr derrière d'avoir dans sa plateforme de données une donnée qui soit en qualité et qui soit bien. Donc au niveau des formats spécifiquement, on pourra présenter ça pendant la démo après. Je ne sais pas là-dessus si on a besoin de préciser, on peut avancer. Voilà. On peut avancer. Donc, du coup, la solution, c'est contribuer.io. Le formulaire data, c'est un des aspects, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de venir adresser un certain nombre de cas d'usage. Donc, le formulaire data, c'est vraiment pour avoir des utilisateurs qui viennent par le biais de formulaire envoyer de la donnée. Il y a la gestion de la qualité de la donnée, puisque du coup, comme on fait un typage des champs, on est capable de vraiment venir vérifier que les données qu'on va recevoir sont de qualité. D'ailleurs, celles qui ne sont pas de bonne qualité ne peuvent pas arriver parce que le formulaire va vous dire pop, pop, ça ce n'est pas un code INSEE, vous ne passerez pas. You shall not pass. Et on a la modération qui permet aussi d'avoir une validation avant que ça parte dans notre application, que ça soit exploité, que ça parte en open data. On va pouvoir définir des modérateurs pour dire ok, cette donnée elle est ok, elle peut partir.
Voilà, il y a un certain nombre de connecteurs pour connecter, contribuer à son écosystème. L'import de données, parce que du coup, comme on est capable de typer des champs, on est capable de venir importer un certain nombre de choses, des données préexistantes sous un certain schéma, on va pouvoir venir vérifier que ça respecte bien ce qu'on attend. Et quelques features assez chouettes, style la mise à jour et l'évolution des données, avec la possibilité de venir modifier des données existantes qu'on aurait mis à disposition au public. On va passer tout de suite à la démo. Je vais te passer la main. Et on a choisi... ah oui, comment je vais faire? Je vais plisser les yeux, c'est pas grave. Non, non, mais ça va. Ok, ça va aller. C'est de très bonnes conditions de... Attends, tu peux peut-être zoomer. Ah oui. Comme plus. Et donc, on a choisi du coup un classique de l'open data, à savoir les données réglementaires, et là, pour le coup, les arrêtés des communes. Voilà, donc là, on va vous présenter rapidement comment construire un formulaire pour permettre à des agents de venir créer de la donnée et en fait saisir des arrêtés municipaux directement dans un jeu de données sur un portail Open Data. Alors, donc là, au niveau de l'outil, on va avoir notre interface de création. Donc là, je vais créer un formulaire de zéro pour vous présenter un petit peu les formats de champs, notamment les formats de questions. On va tout de suite passer dans le paramétrage de notre formulaire. Donc là, on va avoir, alors, je ne sais pas au niveau du micro. Si je vais te tenir le micro. Merci. Je vais décrire ce Sinon, qu'on va faire en live. Donc là, on va nommer le... Donc on va passer rapidement à l'idée, c'est de vous montrer vraiment ce qu'on a. Un point central de l'outil, c'était de faire en sorte que très très rapidement, on va pouvoir créer un formulaire, créer son schéma de données pour vraiment pouvoir déployer un cas d'usage le plus rapidement possible avec le moins de friction. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de paramétrer son formulaire. On a vu qu'on a un certain nombre de questions, un certain nombre de champs. Chaque question va avoir du coup un type de question. Je sais pas si là, voilà, ça c'est le type de question. J'ai choisi choix unique. Ouais, on va proposer de... Je vais peut-être te passer, ça va être plus simple si tu le fais en même temps. Non, mais ça va. Donc là, en fait, on a tous les différents formats de champs. Et donc, en premier, on va faire une liste déroulante de cases à cocher. L'idée, là, c'est de dire qu'on va attendre une question sur laquelle on a un choix. Donc là, ça va se construire comme un outil de formulaire assez classique. Jusque-là, il n'y a pas de... voilà. Donc là, on a défini... Dans les de champs techniques aussi. Ah oui. Et donc là, voilà, je vais construire je veux bien comme ça, ouais, tu continues. C'est vrai qu'en fait... Okay, on va faire juste 2-3 questions pour pouvoir voir. On a la notion du coup de non technique, c'est-à-dire que chaque question de notre formulaire va devenir une colonne de mon jeu de données. On n'a pas envie que ma colonne s'appelle bonjour, quel est votre numéro de téléphone s'il vous plaît. On a envie qu'elle ait un nom technique de colonne. Et c'est ça qui va nous permettre de faire toujours un lien entre le jeu de données et la question. Ça va être vraiment ce nom technique. Je sais pas si... Non, là je présente, ouais. Et donc voilà, là on va choisir un certain nombre de champs qui vont être constituer ce formulaire. On a beaucoup de choses en possibilité de champs, les codes postaux, comme on vous disait, les numéros de SIRET. On a tout ce qui va être rapport de fichiers, on a point GPS, on a vraiment, a priori, et si vous manque des choses, n'hésitez pas à nous le dire, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là pour répondre aux différents besoins qu'on a. Et je pense que c'est pas mal. Ouais, là, ça va être le dernier. Ok, donc, comment ça s'appelle? Données réglementaires arrêtées.
Donc les choses de collectivité, on va pouvoir choisir l'agent va pouvoir choisir sa collectivité, définir dans quel domaine l'arrêté a lieu, la date de signature, l'adresse, toutes ces choses-là. Là, on a paramétré notre formulaire et le fichier en fait, PDF pour l'arrêter l'arrêter en ligne. On va devoir dropper le fichier dans le formulaire. Donc là, vraiment, le contexte, l'usage qu'on est fait de ce type de formulaire, c'est qu'on va avoir une agglo qui distribue ce formulaire à l'ensemble de ces communes, et les agents de ces communes vont venir saisir leurs arrêtés directement dans l'outil. Ils vont venir pousser leurs fichiers, et toutes les données issues de ce formulaire vont se retrouver pour le chef de projet data. Il va recevoir toutes ces données-là comme il faut, dans les bons formats, et il aura juste besoin de venir le pousser sur son portail Open Data s'il a envie de le publier en Open Data. Donc là, on est en train de voir le formulaire public. Ça, c'est l'outil de saisie. C'est devenu l'outil de saisie pour les agents. C'est ça qui est partagé aux agents. C'est ça qui est partagé aux agents. Donc les agents, quand ils vont saisir leurs arrêtés, ils utilisent ça, ils renseignent les différents champs qui ont été prévus, et ils vont venir. Alors oui, on a de l'autocomplétion sur les adresses, sur la banne. Il y a beaucoup de features d'autocomplétion qui permettent vraiment de faciliter l'usage des personnes qui vont saisir les données, parce que vraiment l'important c'est que les personnes à qui on s'adresse sont des gens qui ne sont pas du tout data. D'ailleurs, ils n'ont pas envie de se embêter avec les histoires de data en général. Donc un formulaire, ça leur va très bien, c'est très simple. Ça prémâche le travail quand il y a besoin de prémâcher le travail, parce qu'on est capable de faire remplir un certain nombre de choses. Et c'est assez facile à appréhender de venir juste remplir un formulaire, les gens connaissent. Donc là, on a un arrêté sur les nocturnes au marché de la Baule et Black. Et voilà, l'agent, il va pousser son fichier directement là-dessus, et ça va partir. Hop. Merci, vous avez envoyé votre contribution. Et l'outil a réceptionné la contribution. Là, on a un espace modérateur qui a été activé, et le modérateur va dire ok, cette contribution elle est bien, je l'accepte, et c'est ce qui a été accepté qui va se retrouver distribué là où on a envie que ça soit distribué par le biais d'un flux JSON. On peut récupérer le fichier Excel si on veut aussi. Il y a vraiment une notion d'interopérabilité, c'est-à-dire que toutes ces données-là qui ont été collectées par les formulaires, elles sont accessibles, on peut venir se servir de la façon dont on veut. Donc là, oui, on a différents connecteurs vers les plateformes data. Donc comme disait Antonin, il y a les flux bruts qu'on va pouvoir utiliser pour paramétrer derrière ces jeux de données, sa publication de données, des connecteurs Open Data Soft notamment, mais on pourrait en avoir d'autres. Et sur une plateforme Open Data, donc là je vous montre directement le résultat sur le portail de Cap Atlantique. On va avoir un jeu de données, alors qui est un jeu de données assez, c'est un jeu de données réglementaire, hein, donc au niveau, voilà. Mais par contre, voilà, on va retrouver nos différents champs réglementaires. Donc, au niveau du paramétrage du formulaire, on peut les rendre obligatoires. On va pouvoir avoir un certain nombre de paramétrages, et ça va permettre, comme on disait, des agents de venir compléter ce jeu de données sans eux-mêmes jamais avoir à ouvrir une plateforme data, à comprendre ce qu'est vraiment une structure. Eux, ils vont pouvoir utiliser leur formulaire qui aura été préparé, alors forcément par quelqu'un qui maîtrise un petit peu les schémas de données pour pouvoir construire ça. Et on va vraiment pouvoir avoir de bout en bout pour des agents le fait de contribuer à ces jeux de données ouverts. Et on va avoir certaines fonctionnalités avancées, comme les liens de modification qui vont permettre... Donc ça, c'est une colonne ici qui n'est visible qu'aux agents qui sont connectés, et qui va leur permettre de venir modifier eux-mêmes leur jeu de données. Donc ça, pareil, ça permet, sur des plateformes comme celle-ci, qui sont plutôt orientées diffusion, publication de la donnée, de créer un lien de retour, en fait, qui va permettre directement de dire j'ai envie de modifier mon jeu de données de manière autonome, parce que là, on est sur un jeu de données qui est directement créé
en aval qui ne provient pas d'un SI directement. Et on a vraiment voilà, toute cette cinématique qu'on peut avoir pour des agents en diffusant ces liens de modification. C'est pas mal. Et voilà, là on dit agent, on a un contexte arrêté réglementaire, mais bien sûr, et c'est ce qu'on va voir avec Frédéric tout de suite, finalement ces petites features mises bout à bout de typage de champ, de modération, de venir permettre d'insérer un lien de modification dans son jeu de données, ça veut dire qu'on va pouvoir éditer chacune du jeu de données. Voilà, toutes ces choses bout à bout permettent de venir s'adresser à tous les gens qui globalement ne sont pas intéressés par la donnée, les agents, mais potentiellement les citoyens pour faire du signalement, les associations pour faire remonter des données d'intérêt collectif. Voilà. Donc Frédéric va nous parler, lui, son usage qu'il en a et ce que ça a changé et comment ça a chamboulé son travail au quotidien. Tout ça. Très simplement, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est une information qu'on va aller chercher, une information publique qu'on va redonner au public. Et c'est le cas de notre annuaire des sports adaptés. Donc très simplement, aujourd'hui, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, on est effectivement un terrain d'entraînement des Jeux de 2024. Et une des volontés politiques, c'était de valoriser le sport, et notamment le sport adapté. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on recense aujourd'hui tous les clubs qui font du sport adapté sur le périmètre de la communauté urbaine, et comment est-ce que tous ces clubs, on va pouvoir les recenser et les valoriser. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'outil de valorisation finalement. Donc on a là des informations, on a la possibilité de filtrer, si je veux faire des filtres par type de handicap, si je veux faire des filtres par type de ville, par jour et heure de pratique, bref. Ça, c'est le service. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut appuyer le service? Eh bien, on a appuyé justement sur une collecte participative de données. Alors, la méthode traditionnelle, ça serait d'aller se promener, demander au club de remplir des fiches. Ça serait plutôt long. Nous, on a du coup créé un formulaire finalement sur l'outil contribuer. Ce formulaire, on a pu en faire un QR code, parce que c'est une des fonctions aujourd'hui. Et en fait, la personne qui est chargée de ça au niveau du service des sports, elle a fait son QR code et elle est allée dans les... Cassé, hein, pardon. Ouais, J'arrête de toucher. Et elle est allée finalement dans les salons de début d'année, ces salons où toutes les associations sportives viennent présenter leurs offres. Et elle a dit, est-ce que vous faites du handisport? Oui, flashez ce code et vous remplissez le formulaire. Donc le formulaire est très très simple. On a des choses à cocher. Alors la liste que vous voyez ici, c'est la liste de toutes les disciplines. C'est pas une liste qu'on a décidée, c'est la liste des fédérations. Voilà, toutes les disciplines reconnues qui ont chacune une fédération reconnue. Et à chaque fois, ici, vous voyez, on a les types de handicap, les tranches d'âge, bref, toutes les informations qui vont être ensuite valorisées dans l'annuaire. Et donc ça lui a permis, on a discuté avec le chargé de projet, on a discuté une demi-heure, on a dit de quelle information tu as besoin, quelles vont être les choses qui vont servir de filtre, et après, c'est cette personne qui aujourd'hui gère le formulaire. C'est-à-dire que moi, j'ai juste assisté à la création, et c'est la personne qui administre le formulaire elle-même. Moi, je ne suis pas administrateur de plein de formulaires. Donc, la simplicité de l'outil a permis déjà d'aller faire le recueil très vite, et ensuite de le rendre complètement autonome sur la gestion des contributions. Aujourd'hui, il gère les contributions. Voilà, il y a des contributions à rentrer, il a accès à ça, il valide pas, et ça va extrêmement vite. Donc là, on est parti d'une information publique, on allait chercher dans du participatif et on est allé la rendre au public sous la forme de l'annuaire. Je vais prendre un deuxième cas d'étude qui est un petit peu différent, qui est un cas où on va parler du tourisme. Et là, on va faire de la remontée d'informations de professionnels vers des professionnels. C'est-à-dire que là, il y a eu un besoin de se dire comment est-ce qu'on rentre les fiches
d'observation touristique. C'est-à-dire que vous savez, quand vous allez dans un office de tourisme, on vous demande votre code postal, on vous demande d'où vous venez. Et le besoin pour l'office de tourisme, c'était de se dire comment est-ce que ces informations-là, on les remonte de façon performante. Et on a créé aussi, pareil, un formulaire qui est un petit peu différent, puisque là, c'est un formulaire, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Les collègues sont en poste et ils vont utiliser les choses. Seulement, il n'y a pas le choix, ça ne veut pas dire que ça va être pénible. Donc, on a quand même essayé de travailler pour rendre le formulaire le plus pratique possible et d'utiliser notamment des options d'autocomplétion. C'est-à-dire que si c'est possible de pré-remplir certains champs, parce que ça va plus vite, on le fait. Et on a créé notamment à la fin du formulaire des adresses qui permettent de dire je suis tel ou tel guichet. Comme ça me pré-remplit la chose et je vais plus vite dans ma pratique professionnelle. Ça a été déployé donc, depuis le début janvier. Et aujourd'hui, si vous regardez, ça c'est le jeu qui est en close data, hein, cette fois-ci, qui n'est pas open, mais qui est en close data et qui sert à observer. Et on a plus de 43 000 fiches qui ont été remontées sur la période. Et pour vous montrer, ça nous permet de faire une observation assez rapide de l'activité. Derrière, on a toute une ventilation, évidemment, avec les origines géographiques, avec le type de sollicitation. Et là, c'est vraiment, tout ça reste en close data et c'est exploité pour la promotion touristique, pour l'analyse du service. Donc voilà, on est parti sur, c'est de l'information confidentielle qui va rester confidentielle, mais qui utilise tous les outils finalement de la data. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ça casse le lien avec un outil qui serait, on va dire, fermé. C'est-à-dire que si on prenait des solutions qui sont à destination de gestion type CRM ou des choses comme ça, on pourrait avoir ça. Seulement, on n'aurait pas la logique data. C'est-à-dire que moi, derrière, la donnée qui est là, si j'en ai besoin pour d'autres usages, c'est déjà de la donnée disponible que je peux analyser. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Ensuite, pareil, la personne qui gère ça, elle est autonome pour gérer son formulaire. Donc, je ne suis pas derrière elle. Elle peut modifier des champs, elle peut adapter finalement ses questions à la réalité de l'observation. Et ça aussi, ça donne de la souplesse. On ne doit pas demander des développements spécifiques si on veut récupérer une autre donnée. En fait, on va juste modifier les questions, on va peut-être modifier les intitulés des champs. Mais ça ira beaucoup plus vite et surtout, c'est en autonomie. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir un DSI ou même moi qui est là pour leur dire oui, tu peux pas. Non, ils ont la main dessus. Donc ça, c'est vraiment assez souple. Et enfin, le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est un cas d'usage qui est un petit peu particulier, puisqu'il s'agit en fait de bandes textiles. Vous savez que l'information publique autour de tout ce qui est le tri des déchets, c'est quand même un enjeu. Et nous, au niveau de la CUL, on a un acteur qui est associatif et qui dispose des bornes de récupération des textiles. Bon, il n'est pas équipé du tout de système d'information géographique, il n'a même pas de base de données en fait, de ces bandes textiles, il a une feuille sur laquelle il note les endroits où il les a mis. Nous, l'intérêt, il était double. Premièrement, on aimerait avoir l'info mise à jour, et deuxièmement, on aimerait que cette info elle puisse être diffusée vers des outils, vers le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé finalement la base de données à partir de l'état à un instant T des bandes textiles et on a fait en sorte d'utiliser les options de modification et d'ajout de données de contribuer pour dire ok, si j'ai besoin, je peux créer un point d'apport textile. Je le crée. Je suis l'association, je crée le point et moi derrière là je garde la validation, c'est-à-dire que la validation est chez moi, je m'assure que ce soit le bon acteur qui le fasse et c'est bon. La donnée est bonne, on y va. Deuxième cas, on dit oui, je voudrais modifier un point, eh bien, je vais aller sur le point considéré, par exemple sur la carte, et je vais pouvoir éditer un point. C'est-à-dire changer sa localisation, s'il a disparu, signaler qu'on veut le faire disparaître, et ça permet, moi, pareil, on fait une demande de modification, ça remonte pour moi en modération, je valide. Donc en bref, techniquement, avec ces briques technologiques, j'ai proposé à cette association un outil de gestion type information géographique de son parc de bandes textiles. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que finalement, s'il le fait directement sur cet outil-là, nous, la donnée est toujours à jour. Elle est relayée vers les outils
de recensement des points d'apport, généralement, puisque c'est une donnée open data. Donc on a tout gagné. Eux, ils ont gagné un outil facile de gestion de leur parc. Nous, on gagne une donnée qui est mise à jour. Super, merci. On pourra regarder aussi toutes les potentiels cas d'usage futurs aussi, tu as pu imaginer, parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité d'usages différents, pas que de la solution, mais aussi de comment est-ce que la solution, elle est vraiment pensée pour s'intégrer dans l'écosystème que vous avez déjà, pour venir, on va dire, augmenter et vous permettre de venir aller sur des terrains sur lesquels on n'allait pas forcément avant, et voilà, des choses assez excitantes. Alors, on a prévu un peu de questions. Si vous avez des questions à poser sur la solution, c'est le moment. Il faut répéter la question. Donc la question, c'est de savoir si les données sont stockées sur l'outil et ensuite envoyées. Oui, donc en fait, il y a bien un stockage sur l'outil. Le but est de permettre en fait à des plateformes, des portails data, comme on l'a vu, donc par exemple OpenDataSoft, Komoot ou d'autres, qui font de l'indexation, d'avoir en fait donc qui ne vont pas avoir de stockage primaire. Un outil comme ça permet de venir stocker la donnée et justement de pouvoir revenir dessus, la modifier, ce qui permet ensuite d'avoir toutes les fonctionnalités de type suggestion, de modification. On a vu de revenir en fait sur la donnée. Donc oui, les données sont stockées dans l'outil. Après, rien n'empêche de récupérer ces données en format JSON et en Excel et de venir les supprimer de la solution si on n'avait pas envie qu'elles restent dessus. Mais tout l'intérêt avec les différentes features de demande de modification, c'est que c'est justement le fait que les données soient ici qui permettent de venir les modifier à la demande, de se dire ah bah, cette ligne-là, elle n'est pas bonne, j'ai envie de l'enrichir de quelque chose de nouveau, donc je clique dessus, ça va m'ouvrir la bonne ligne pour venir la modifier. Vas-y. La question, c'est sur le lien avec les plateformes open data derrière, c'est ça? Oui, alors en fait, là, c'est assez sous-entendu qu'en fait, ça va être une même organisation qui, en interne, dispose d'une plateforme de data sur laquelle elle va diffuser ses données ouvertes, qui va utiliser cet outil. Donc au niveau de tout ce qui va être autorisation, là, en tout cas dans les cas d'usage qu'on présente, c'est pas vraiment un sujet puisque c'est en interne que ça va se faire. Après sur l'autre partie de la question, je ne sais pas si Antonin ou Frédéric il y a des choses. Non, pour moi, ça répond à ce que tu as dit. Oui, est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, et techniquement, en fait, il y a plusieurs modes. Le mode standard, on va dire, ça va être, vous avez des URL que vous allez pouvoir utiliser dans les plateformes data directement pour venir publier la donnée. Et puis après, on va avoir des connecteurs spécifiques en fonction des éditeurs pour venir justement proposer des intégrations un petit peu plus poussées pour justement permettre, comme le décrivait Frédéric, à peut-être des agents qui ne sont pas familiers avec les plateformes data de venir créer des formulaires et appuyer sur juste un bouton publier les données pour les diffuser via une plateforme. Ça, c'est des paramétrages un peu plus avancés qu'on peut mettre en place. Alors, pour l'instant, c'est une plateforme qui est assez jeune et qu'on construit au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on a des connecteurs principalement vers la plateforme Open Data Soft parce qu'on travaille dans l'écosystème Open Data en France et c'est surtout là que ça a été conçu. Mais techniquement, c'est assez ouvert et modulaire pour rajouter en fonction des nouveaux projets des connecteurs. Voilà, ouais. Si j'ai un portail
avez vu la petite actu, justement. Pour le combien ça coûte, c'est pas à vous que je m'adresse, mais c'est à DataSoft. Oui, alors si vous êtes OpenDataSoft, c'est plutôt OpenDataSoft. J'ai une problématique de partout. Et que ça soit modifié. Tout le monde aussi. Alors, peut-être en outil, et un compte, pas beaucoup de traçabilité. Oui, alors en fait, dans l'outil, on a fait. L'outil permet un peu la configuration d'adresser tous les différents cas d'usage, justement, que ce soit public avec modération, en interne sans modération, mais après libre à vous, dans la façon dont vous allez diffuser et publier le lien du formulaire, donc vous allez publier ou pas les liens de proposition de modification aux différents accès que vous allez donner. Vous allez vraiment pouvoir construire la gouvernance que vous souhaitez. Donc là, par exemple, vous pourriez choisir de diffuser un lien ouvert de ce formulaire, avoir des contributions ouvertes. Après, à vous de juger en fonction de l'exposition, de la sensibilité du cas d'usage, mais l'outil permet un peu tous les modes de configuration, justement. Et pour préciser du coup sur les aspects login, si on a envie de contrôler qui a le droit de venir faire une demande de modification ou d'ajouter, bah ça c'est au niveau de la restitution finalement que vous allez gérer cette situation. Donc dans un contexte ODS, vous avez des gens qui sont connectés au portail, et ceux qui sont connectés avec le portail data voient le lien qui permet d'ajouter une donnée ou de modifier, et ceux qui ne sont pas connectés ne le voient pas. Donc alors ça, c'est vous qui choisissez au niveau de la restit, et c'est vraiment, l'outil est vraiment pensé pour venir juste faire ce qui va être intéressant, à savoir collecter et mettre et exposer justement des liens de modification et des choses vraiment dans le but que tout ce qui est restitution va se passer en dehors. Nous, on va vraiment se focaliser sur l'aspect vraiment purement le jeu de données. Oui, alors vous avez pour l'instant une traçabilité de log qui permet de suivre l'activité. Après, ça c'est assez simple, mais ça il faudrait voir l'outil aujourd'hui, comme disait Antonin, pour compléter, c'est vraiment une boîte à outils où vous allez pouvoir construire un peu la solution qui va permettre. L'outil pour l'instant n'oriente pas forcément vers l'un ou l'autre, et pour l'historique, oui, comme je disais, c'est des choses qu'on peut faire évoluer. Pour l'instant, c'est un log. C'est tracé en tout cas. C'est tracé. Tu veux répondre aussi pour dire, moi aujourd'hui, comment je le gère au sein de la collectivité, l'administration formulaire, pour moi, c'est un groupe, par exemple, dans mes contributeurs ODS. Le groupe des contributeurs ODS qui est administrateur des formulaires, je choisis ou pas d'affecter. Donc c'est très simple à faire, parce que dès qu'il y a création de compte EDS, après je peux affecter les droits à qui de droit, justement. Alors, ça, on peut diffuser le lien. Et là-dessus, effectivement, le lien, techniquement, c'est juste un lien web. Donc, à partir du moment où c'est un lien web, il peut être partagé à tout le monde. Ce qui est vrai, c'est que le pari aussi de la data contributive, c'est de dire que qui vient contribuer ne vient pas pour saccager, en fait, et vient construire. Donc, c'est sûr qu'on doit toujours faire attention, on doit toujours garder un œil, mais par principe, si on fait le pari de la data contributive, c'est justement pour dire qu'on fait aussi une forme de confiance. Après, l'avantage de l'outil aussi, c'est que derrière, chaque fiche qui est dedans, elle reste éditable. Elle reste éditable complètement. Si on veut, on peut filtrer les demandes de modification, et l'outil est quand même assez intéressant pour ça, parce qu'il va dire où il y a eu des modifications. C'est-à-dire qu'elles sont mises en valeur, et on a la valeur précédente, la valeur suivante. Tiens, c'est vraiment intéressant là-dessus. Après, la validation automatique, c'est un choix. C'est effectivement vraiment un choix qui est posé. C'est politique. Ouais. Est-ce qu'il y a possibilité de dire, moi, je veux un schéma? Comme ça, je peux reconfigurer quelque chose.
Oui, ça, on peut venir importer un schéma préexistant pour ne pas avoir à paramétrer tout son jeu de données. Après, il y a quand même besoin de typer un petit peu les champs en se disant ça, c'est un choix multiple, ça, je veux que ça soit obligatoire comme réponse. Voilà, il y a un petit travail, mais globalement, on peut. Voilà, c'est ça. On va importer vraiment toutes les colonnes de son jeu de données, on les importe, et puis après, on va juste réécrire les questions éventuellement pour que ce soit plus sympa que col sirette, par exemple. Mais voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Parler de cas sur un des slides, justement. ouais, Frédéric, oui, on a pas le champ technique qui permet de venir poser des colonnes qui ne sont pas des questions pour les utilisateurs, mais qui vont nous servir dans notre jeu de données. Là-dessus, il y a vraiment deux choses. Il y a effectivement des champs déjà on peut masquer ou pas certains champs. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'alléger. Et effectivement, c'était d'ailleurs des discussions qu'on avait au moment du développement. Moi, j'avais demandé, mettez-moi un champ qui reste un champ, mais qui n'est pas visible et qui est à valeur fixe. Et ça, parce que voilà. La deuxième chose, donc ils l'ont fait, c'est vraiment très pratique. La deuxième chose, c'est, vous voyez ici, c'est la fin du questionnaire des offices de tourisme. Et en fait, là, chacun est une adresse, une URL vers un formulaire, c'est le même, sauf que l'URL contient des paramètres qui va pré-remplir des champs. Donc, moi, là, si je vais sur questionnaire à Dunkerque, ça va me remplir certains champs grâce aux paramètres qui sont passés dans l'URL. Donc, je peux typer des adresses spécifiques qui vont me permettre d'avoir des questionnaires qui seront pré-remplis. Du coup. Oui, alors on était. Vas-y, Romain, si tu veux. Alors, en fait, nous, on était complètement. C'est ce que j'explique au début. Nous, on regardait, on était vraiment au contact de nos clients. C'est vrai que l'écosystème Open Data, on le connaît de par nos clients, mais de loin, on n'est pas sur tous les salons des intercos et des choses comme ça. On est un peu trop occupé à bosser sur les cas d'usage. Non, c'était pas méchant, c'était pas méchant. Oui, vas-y, Romain. Oui, en fait, le parti pris qui a été fait sur l'outil, c'est d'avoir vraiment un outil qui, justement, expose pas trop les aspects techniques et notamment schéma pour permettre, ce que décrivait tout à l'heure Frédéric, avoir des voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est une approche UX outil qui fait qu'effectivement, on a, de manière un peu indépendante, construit un outil qui permet de répondre. C'est des cas d'usage. Alors, clairement, on ne les a pas inventés, hein. C'est des choses qui sont assez récurrentes dans l'open data et on avait vraiment fait le choix de construire la solution la plus simple possible pour répondre à ces différents sujets. Donc, voilà. Ouais. Ils avaient mis un peu en prod. Et au final, je crois que maintenant, voilà, oui, ça c'est schéma.gouv.fr, il me semble. D'accord. Ok. Oui, c'est un peu la même chose. Ouais. Ouais. Bah, oui, nous, c'est vrai qu'on l'a un peu pas fait dans notre coin complètement, mais vraiment en fait au contact des clients qu'on avait, et on l'a fait pour nous pour que ça soit plus facile, et vraiment dans une logique que les utilisateurs finaux, ce ne sont pas les gens de la tech et data, ce sont les gens qui ont peur de la data plutôt. Effectivement, fonctionnellement, on va avoir des choses assez similaires. Nous, c'est vrai que c'est une approche, techniquement, on pourrait dire, il n'y a pas forcément de nouvelles fonctionnalités. C'est le fait de réunir ces ensembles de fonctionnalités, d'avoir tout ça packagé en fait dans un même produit. Et typiquement, voilà, ça, le fait de remplir par rapport à un schéma, c'est des choses effectivement qui existaient. C'est une autre façon, effectivement, de l'aborder, de le présenter, et d'avoir. Merci à tous. Tu veux compléter, Frédéric? C'est parfait. Et donc, nous avons terminé, c'est ça? Nous avons terminé. Merci à tous.
Merci.